Bonjour Jacques Attali. Bonjour. Nous sommes au Tokyo Art Club pour parler de l'avenir du royaume du Bhoutan. Où se trouve le Bhoutan? Le Bhoutan se trouve au royaume des rêves d'une certaine façon. Parce que c'est un pays à la fois très réel, mais c'est un pays assez imaginaire dans la nature de son histoire et de sa population et de sa politique. Physiquement, le Bhoutan est placé entre la Chine et l'Inde, plutôt à l'est de l'Inde. S'il avait une frontière commune avec la partie de l'Inde qui jouxte le Bangladesh. Donc c'est un pays qui est à peu près grand comme la Suisse, qui n'a que 7 à 800 000 habitants et qui est évidemment coincé entre l'Inde du Nord et le Tibet chinois. C'est un pays qui a la particularité d'être dirigé par le plus jeune roi au monde. Oui, c'est une de ses multiples particularités. C'est un pays qui a commencé son existence en tant que nation au 7e siècle, qui a réussi à protéger son indépendance, à la différence des royaumes voisins qui sont devenus soit indiens comme le Sikkim, soit chinois comme le Tibet, qui a protégé son indépendance tout au long des siècles, et qui en effet, depuis le début du XXe siècle, est gouverné par un roi, qui, depuis le roi précédent, l'actuel, Qui était son père? Qui était son père, est devenu une monarchie constitutionnelle. C'est-à-dire son père a décidé de laisser le pouvoir à un gouvernement démocratique, un parlement, et lui-même, son père, s'est retiré, a quitté le pouvoir, il y a 4 ans maintenant, pour laisser son jeune fils prendre le pouvoir, puisque le père du roi actuel a dû prendre le pouvoir à la mort de son père, très jeune, et donc il a régné pendant plus de 25 ans. Et donc à un peu moins de 50 ans, il a décidé de laisser la place à son fils. À son fils qui a quel âge? Qui aujourd'hui a 30 ans. Alors le Bhoutan a une autre particularité, il en a en effet plusieurs, mais il en a une assez exceptionnelle, c'est qu'il mesure sa richesse non pas par le PNB, mais par le BNB, le bonheur national brut. Oui, c'est en effet le roi précédent. Vraiment? Le roi précédent qui a inventé ce concept de bonheur national brut, qui ensuite a connu beaucoup d'émules, mais c'est le roi du Bhoutan qui l'a inventé à la fin des années 70, avec cette idée que on ne pouvait pas se contenter de mesurer la richesse par la production annuelle, mais aussi avec l'idée que le Bhoutan ne voulait pas ressembler à son voisin d'à côté, qui est le Népal, qui n'a pas de frontière commune avec le Bhoutan, mais qui est quand même le pays frère, image de ce que le Bhoutan ne veut absolument pas devenir. C'est-à-dire un pays magnifique, mais gâché par l'industrialisation, un tourisme incontrôlé, une corruption extrême, une anarchie politique considérable. Donc le Bhoutan, le roi du Bhoutan, a essayé d'imposer une volonté de mesurer le bonheur national brut avec... Et comment est-ce qu'il le mesure? Alors, il y a un institut qui est chargé de ça, très indépendant, une sorte d'institut de la statistique du bonheur, qui s'appelle Center of Bhutanese Studies, le centre d'études bhoutanaises, qui mesure 9 indicateurs, qui sont... Parce que le bonheur national brut, contrairement à ce que certains croient, ça ne peut pas être un indicateur qui remplacerait le PIB. Ça ne peut pas remplacer l'indicateur de la croissance par un indicateur du bonheur. C'est forcément le bonheur à une dimension multiple. Et dans cette dimension multiple, il y a à la fois la richesse, mais il y a aussi le niveau d'éducation, le niveau de santé, le niveau du temps libre, la perception du bonheur par les gens, la lutte contre la corruption, la défense de l'environnement, avec des choses extrêmement précises qui le détaillent. Par exemple, sur la corruption, c'est d'une extrême force. Le pays est d'une extrême lutte contre la corruption. Il y a une sorte de police sur la corruption des hommes politiques et sur la transparence qui est d'une extrême puissance. Et en même temps, il y a sur l'environnement des règles extrêmement strictes qui obligent une part très importante du pays à rester en forêt et toute une série de règles de respect de l'environnement qui sont extrêmement fortes. C'est un pays presque parfait. Est-ce que c'est pour ça qu'on n'en entend jamais parler? C'est un pays qui est très intéressant
par son avenir et par notre avenir. Parce que c'est un petit peu comme beaucoup de choses intéressantes pour regarder pour l'avenir, comme les oiseaux qu'on met dans les mines. Quand vous savez, dans les mines anciennes, comme aujourd'hui encore en Chine, on met des oiseaux et quand l'oiseau meurt, c'est qu'une asphyxie menace. Donc l'avenir du Bhoutan, c'est très intéressant pour comprendre le nôtre. En effet, on peut imaginer, on peut décrire ce pays comme relativement parfait aujourd'hui, avec une société relativement égalitaire, avec une démocratie assez forte, avec une règle très rigoureuse. C'est un pays où la présence religieuse est très importante. Alors c'est un pays bouddhiste, d'un bouddhisme très particulier, que le bouddhisme bhoutanais, avec une présence religieuse très forte. Chaque membre de chaque famille a un de ses membres qui est moine. C'est qu'il y a combien de moines au Bhoutan? Il y a sur l'ensemble de la population? 10 000 membres sur 700 000, 10 000 moines officiels payés par l'État et 7 à 8 000 ou 10 000 peut-être qui sont payés par les familles de façon... parce que chacun a un moine qui lui est rattaché. Il y a une école nationale, une ENA bhoutanaise, qui est en fait l'école nationale d'astrologie, parce que l'astrologie est très importante et chacun croit à son avenir. Si vous étiez à la télévision bhoutanaise, vous intervieweriez le grand chef de l'astrologie pour parler de faire une conversation d'avenir, parce que chacun téléphone à son astrologue. Le téléphone... On prend des décisions selon son thème astral. Voilà, le téléphone et la télévision sont apparus très récemment, mais malgré tout, pour parler de l'avenir du Bhoutan par rapport à notre avenir à nous, l'avenir du Bhoutan, c'est déjà une sorte de destruction de ce modèle idéal qui est en marche. D'une part, ce modèle n'est pas tout à fait parfait, loin de là. C'est un modèle qui a conduit au maintien des gens à la campagne. D'abord, c'est un pays qui vit de quoi? Un pays riche. Riche de quoi? Hydroélectricité. Oui. Qu'ils exportent où? À l'Inde et à la Chine? Vers l'Inde. Avec des accords avec l'Inde qui sont à la fois favorables aux deux, peut-être plus favorables à celui qui reçoit qu'à celui qui donne, mais le Bhoutan, il tire un bénéfice. Et donc c'est un niveau de vie qui augmente assez vite, qui est supérieur au niveau de vie des régions indiennes voisines, ce que d'ailleurs le Népal n'a pas réussi à faire. C'est en même temps un pays très égalitaire, très éduqué, très éduqué. Les enfants vont à l'école et vont assez loin à l'école. Un niveau d'études secondaires important. On va étudier à l'étranger. Les écoles comme la santé sont totalement gratuites jusqu'au niveau universitaire, où elles sont aussi gratuites, mais avec des concours extrêmement forts. Mais malgré tout, il y a quand même un dérèglement occidental qui est en train d'apparaître. Si jusqu'à présent, le sport national pratiqué par tout le monde le week-end était le tir à l'arc, oui. Aujourd'hui, on voit apparaître d'autres formes de distraction. Si la vie était rurale, on voit apparaître aujourd'hui des villes. Il y a une ville qui, il y a 10 ans, avait 40 000 habitants, Thimphu, qui aujourd'hui a plus de 100 000 habitants. Et puis ils ont le téléphone et la télévision depuis quoi, une dizaine d'années? Beaucoup moins que ça. Ils ont la télévision depuis 10 ans et le téléphone mobile depuis 6 ans. Qu'est-ce que ça veut dire alors? Ça veut dire que... Mais la télévision étant sur un certain nombre de canaux qui ne sont censurés, non pas pour des raisons politiques, mais seulement les canaux éducatifs. Mais malgré tout, tous les jeunes n'ont pas un téléphone et la télévision n'est pas partout. La télévision est partout, mais sur ces canaux, avec bien sûr des gens qui commencent à tricher en ayant d'autres canaux, mais il y a une seule chaîne nationale, mais on a accès à 40 chaînes, qui sont les chaînes étrangères, mais surtout les chaînes éducatives étrangères. Et Internet? Internet est disponible sans aucune contrainte. Alors qu'est-ce qu'on pourra apprendre de ce pays? Pourquoi est-ce que vous avez eu envie d'en parler? On peut apprendre de ce pays à la fois sa gouvernance, une démocratie parlementaire extrêmement pure, sa mesure tout à fait transparente du niveau d'épanouissement des gens par l'indice multiple. Et si on avait ces indices multiples en France tous les ans, ce serait très intéressant, savoir comment les gens se sentent heureux, comment ils utilisent leur temps. Est-ce que vous croyez que ce seraient des indices maîtrisables dans une société occidentalisée? Tout à fait maîtrisables. Même si certains sont des indices faits par sondage, donc plus d'impression, tout à fait maîtrisables. Et en particulier, il serait beaucoup mieux de débattre de la valeur de ces indices que de certains débats anecdotiques de la vie politique occidentale. Mais aussi, c'est intéressant à comprendre parce que le Bhoutan traverse nos risques. Nous risquons d'avoir des villes de 20 millions d'habitants extrêmement mal fréquentées, mal organisées. On se risque avec 100 000 habitants. Et leur désordre potentiel est aussi un risque pour nous. En même temps,
maintenir l'ordre, ça exige à la fois de maintenir une société théocratique, et nous ne voulons pas en Occident une société théocratique. Ça exige de maintenir une certaine limitation aux chaînes de télévision auxquelles on peut avoir accès. Pourquoi maintenir cette limitation qui a un effet éducatif et pas un effet politique? Ça exige d'avoir des règles de vie extrêmement austères, hein, la façon de s'habiller. Par exemple, vous vous promenez dans les rues de ce pays, vous n'avez aucun magasin de marque. C'est-à-dire que le gouvernement incite les habitants à porter l'habit traditionnel? L'habit traditionnel avec qui est toujours le même pour tout le monde, y compris le roi, mais avec des écharpes. Grandes écharpes de couleurs différentes suivant le métier. Le roi a une écharpe d'une certaine couleur, les paysans d'une autre, les fonctionnaires d'une troisième. Il y a une douzaine de couleurs différentes. C'est évidemment un univers très différent d'une autre. Surtout, ce qui est très ambigu dans ce que vous nous racontez, c'est que c'est complètement contraire à la modernité. De maîtriser l'information, de maîtriser le niveau de vie des gens, la façon dont on les éduque, les outils auxquels on leur donne accès. La façon même de s'habiller? Oui, c'est en effet contraire à, disons, ce que certains appellent la modernité, que d'autres appelleraient du laxisme, mais c'est pas contraire à la liberté individuelle, puisque il y a une majorité et une opposition. La majorité est très nettement plus forte que l'opposition, mais il y a pas de... Quels sont les débats? Qu'est-ce qui s'oppose entre les deux? Pour l'instant, entre les deux majorités, puisque le système est très récent, l'opposition est plus d'opposition de personnes que d'opposition doctrinale. La démocratie est trop jeune pour le conduire à une vraie opposition gauche-droite. Mais malgré tout, ils se heurtent aux mêmes difficultés. Il y a un début de commencement de criminalité, de prostitution, de chômage urbain. Il y a encore des villages extraordinairement pauvres qui sont à 3 heures de route de la ville et qui ont du mal à se nourrir. Donc il y a encore un immense chantier de développement. Donc finalement, ce qu'on devrait en retenir et dans toute cette conversation, c'est leur capacité à maîtriser leur bonheur. C'est leur capacité à le penser, à le vouloir, à le définir, à l'expliciter, à ne pas être ouvert à tous les vents, ni en termes de télévision, ni en termes de tourisme, ni en termes de mode. Et c'est la volonté de se penser eux-mêmes et de maîtriser leur destin. C'est-à-dire une gouvernance responsable. Une gouvernance responsable, exactement. Vous croyez que c'est un mode de fonctionnement qui pourrait s'adapter à quelle culture occidentale le mieux? Évidemment. Quel pays aujourd'hui serait le plus ouvert à ce type de gouvernance et de mode de vie? Évidemment, c'est un cas très particulier. 700 000 habitants dans un pays très grand, magnifique, disposant d'énormes richesses agricoles et hydroélectriques et isolé du monde, ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Et en Europe, nous sommes trop ouverts pour cela. Mais je pense que d'abord, ça pourrait être un excellent exemple intéressant pour la gouvernance de ville ou de région. Et si une région pouvait s'inspirer de la gouvernance du Bhoutan, je suis sûr qu'elle aurait beaucoup à y apprendre. Merci Jacques Attali, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre conversation d'avenir. Vous pouvez réagir à cette émission sur notre site internet publicsena.fr, rubrique Conversation d'avenir. Vous pourrez également podcaster cette émission ou consulter nos archives. Merci, à la semaine prochaine.